Bienvenue dans The Big Shift, je suis Xavier Seux, je suis votre animateur sur ces épisodes réflexion. Avant de commencer cet épisode, vérifiez que vous êtes bien abonné au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vérifiez aussi que vous n'avez pas oublié de nous laisser un petit commentaire ou quelques étoiles si le cœur vous en dit sur la plateforme Spotify ou Apple Podcast. Je viens d'échanger avec Alice Vitou, qui est la fondatrice de la Fresque Océane, qui est une personne absolument fantastique. Elle a beaucoup d'énergie. Elle s'est livrée sur son sentiment vis-à-vis du climat, la façon dont elle aborde ça tous les jours. On a discuté de son atelier, la Fresque Océane. Elle m'a expliqué les liens entre océan et la machine climatique. On a parlé des 5 facteurs de la destruction de la biodiversité. On a beaucoup parlé de surpêche, qui est un de ses sujets de prédilection. Je vous laisse avec ces infos et je vous souhaite une très bonne écoute. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift pour qui c'est le premier épisode. Aujourd'hui, je suis avec Alice Vitou. Salut Alice. Bonjour Xavier. Alors, tu es la fondatrice de la Fresque Océane. J'ai participé à la Fresque du climat. J'avais invité sur le podcast Cédric Ringenbach. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait donné ton nom il y a quelques mois. Je me suis rendu compte en faisant cette Fresque du climat de l'importance des océans, de l'eau, du cycle de l'eau dans la machine climatique et je me suis rendu compte aussi de cet effet d'amortisseur que ça avait sur le climat. Et je me suis aussi rendu compte que sur 50 épisodes, on avait un épisode avec Florent Marcoux qui se rapprochait un petit peu de l'océan. Et encore, on a beaucoup parlé des côtes. Donc voilà, ça devenait un peu indispensable de commencer à faire un épisode sur la vie marine, la biodiversité et puis cette relation entre climat et océan. Donc, je suis très content de faire ça avec toi aujourd'hui. Mais écoute, avec plaisir pour parler de l'océan, un sujet absolument passionnant. Trop bien. Et écoute, je te propose de commencer par te présenter. Ok. Avant ça, vas-y. Une question que j'oublie parfois, mais que j'aime bien poser avant que tu te présentes. Est-ce que tu pourrais me dire quel est ton sentiment vis-à-vis de l'état climatique? Comment est-ce que tu te sens? Plutôt optimiste, plutôt anxieuse? Comment est-ce que tu te sens? Alors, je pense que je suis passée par pas mal de phases. J'ai eu la phase de prise de conscience, de choc, où j'étais effectivement assez anxieuse, pour ne pas dire complètement déprimée par le sujet. Aujourd'hui, donc ça fait plusieurs années que je suis dans ces sujets. Je reprends ce que j'ai déjà entendu par ailleurs. Je trouve qu'il résume assez bien, en tout cas, mon état d'esprit. Je dirais que je suis plutôt pessimiste par rapport à ce sujet, mais positive. Je suis une pessimiste positive dans le sens où quand on regarde la situation et où on va, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à être optimiste. Je me pousse à l'être, mais au fond de moi, assez souvent, j'ai quand même plutôt un état de plutôt pessimiste. Mais je suis plus une pessimiste, on va dire anéantie, mais plutôt une pessimiste active pour justement faire bouger. Je suis convaincue que chaque dixième de degré compte, que chaque action compte, et je suis dans l'action, et c'est ce qui me rend positive, et j'essaye de propager ce sentiment-là autour de moi, de rester positif par rapport à ces sujets. Comment est-ce que tu fais pour te lever le matin quand globalement tu te dis ça va aller en se dégradant, parce que c'est ça ce qu'est être pessimiste, c'est je fais mes actions mais je sais que finalement ça n'apporte pas forcément tout ce que je voudrais que ça apporte? Disons que je pense que ça va aller en se dégradant. On va pas, je veux dire, la machine climatique, quand on commence à connaître un peu le sujet, on voit bien que de toute façon, même si on arrête tout, les océans vont se réchauffer, le niveau de la mer va monter, même si on arrête toutes les industries, on va continuer de chauffer. Donc, je pense qu'il faut être réaliste sur le fait que on va de toute façon vers des décennies compliquées. Mais pour autant, la question c'est comment s'adapter, c'est comment justement vivre au mieux ces situations, comment changer nos modes de vie et intégrer ces changements climatiques qui sont déjà en train d'arriver. Donc pour moi c'est ça, c'est pas parce que ça va se dégrader que tout est foutu. Par contre, c'est se dire j'ai envie d'un mode de vie qui soit plus en phase avec ce qui va nous arriver, et d'élever mes enfants par rapport à ça, et moi de pouvoir me regarder dans le miroir en me disant je fais pas tout ce que je peux faire, mais je fais déjà beaucoup, et tous les jours j'essaie d'en faire un peu plus, et c'est ça qui me donne l'énergie. Et aussi il y a quelque chose, alors on aura l'occasion d'en reparler, mais quand tu es dans l'action, très souvent
t'as des signaux positifs, t'as des signes de reconnaissance, tu vois ce qui bouge et en fait c'est ça qui donne de l'énergie. Donc en fait oui, au global on va vers un réchauffement, il y a pas trop de doute. En revanche, on voit que très régulièrement ça peut être par des actions citoyennes, par des mouvements de la société civile, par même nos élus, nos députés qui on n'est pas on n'est pas à l'abri parfois qu'ils nous fassent des bonnes surprises, qui prennent conscience et quand on voit dans les actualités parfois des prises de conscience, des choses qui bougent, on se dit bon, ça bouge, c'est lent, certes, mais ça bouge. Et ça, je trouve que ça donne de l'énergie. Donc voilà, c'est pour ça que je pense être positive et avec beaucoup d'énergie, tout en étant réaliste sur la situation. Ouais, j'essaie de répondre de manière courte à ta question. C'est très clair, c'est inspirant, même si c'est teinté effectivement d'un réalisme qui peut être un peu anxiogène pour certains. Je suis un peu dans ce même état d'esprit, que toi. Je l'avais jamais formalisé comme ça. Mais en fait, il y a des personnes, on n'a pas le même moteur. Moi, j'ai justement des personnes qui disent, mais moi, si je suis pessimiste, j'ai plus de moteur pour avancer. Moi, en fait, ça me dérange pas. Au contraire, c'est le fait de voir la réalité en face qui va me permettre de me bouger. Et c'est comme des ateliers où des personnes nous demandent de parler à fond des solutions. En fait, moi, je dirais presque, c'est pas forcément les solutions personnellement qui m'animent le plus, dans le sens où je les vois, je les connais, j'agis, mais en fait, ce qui me fait encore plus bouger, c'est de bien comprendre le problème, c'est de bien avoir parlé de tous les impacts, etc. Il y a des personnes que ça crispe, que ça va empêcher d'aller dans l'action, en fait. Donc, on a tous des moteurs très différents. Et moi, mon côté un peu pessimiste par rapport à la situation n'est pas du tout un frein, voire même plutôt un moteur pour mieux comprendre les choses et agir. On va en parler des différents impacts, des causes et des effets, mais on va essayer aussi de parler de solutions, peut-être en fin d'épisode pour amener un peu de côté positif, même si effectivement il faut pas se leurrer sur l'état de la situation. Et ben écoute, commençons maintenant. Tu peux te présenter si tu veux. Ok. Donc je m'appelle Alice Vitou, j'ai 40 ans. Je suis ingénieure de formation et j'ai, on va dire, travaillé pendant un peu plus d'une dizaine d'années pour des grands groupes privés, notamment dans le domaine des médias, de l'audiovisuel. Et après ces 10 années de bons et loyaux services, j'ai senti que j'étais, on va dire, en déphasage entre mes convictions et mon travail. J'ai fait un break, j'ai fait un tour du monde pendant 1 an. J'ai cramé plein de carbone. Je n'avais pas cette conscience. Pardon ? Ah bah bravo. Ah ouais, non, mais alors, et je le dis très ouvertement parce que pour illustrer aussi, quand on n'a pas conscience de ces sujets-là, on s'en rend pas compte. Et j'en faisais partie. J'avais pourtant une conscience environnementale, mais pour moi, un avion, c'était un transport en commun. Je savais que ça émettait des gaz à effet de serre, mais je me disais qu'on était 300 dedans, donc voilà, c'était pas pire qu'un bus. Donc on faisait attention à plein de choses pendant notre tour du monde, mais en tout cas l'avion n'était pas un sujet par rapport à ça. Pour autant, ce break et ce voyage, sachant qu'on était dans un voyage plus dans, je vais pas dire du slow travel, mais en tout cas on n'était pas du tout en voyage passeport à parcourir tous les pays au maximum. On est resté 6 mois en Amérique du Sud, on a fait plein de volontariat. Enfin voilà, on était vraiment plus dans la rencontre. Quand on est rentré, forcément, ça a un peu changé notre vision des choses. Et moi, c'est à partir de ce moment-là où voilà, j'ai voulu prendre le temps de phosphorer, de rencontrer, de chercher un petit peu dans quelle direction j'allais aller pour justement être en phase avec ce qui avait du sens pour moi dans la vie. Et donc j'ai cherché et j'ai découvert à ce moment-là la fresque du climat. Donc c'était en, je crois, 2017 ou tout début 2018. En tout cas, c'était dans ces eaux-là. Donc c'est là où j'ai découvert que l'avion n'était pas juste un transport en commun comme les autres. Donc j'ai pris conscience des enjeux climatiques. Ça a été un peu ma claque. Et en parallèle, j'étais très investie au sein de Surfrider, notamment au sein de l'antenne parisienne. Et donc j'avais un peu ces deux sujets, le climat et l'océan, dans lequel je m'investissais à fond bénévolement. Et je me suis dit qu'il fallait absolument rapprocher les deux et aller dans ce domaine. Donc je suis partie des cofondateurs de l'association de la fresque du climat, donc en tant que membre du conseil d'administration, donc le tout premier conseil d'administration. Donc on n'était vraiment pas nombreux au début et toute l'année 2019, j'ai fait je ne sais pas combien d'ateliers, de formations, etc.
pour vraiment lancer l'association de la fresque du climat. Et en parallèle, comme j'étais frustrée de parler trop peu d'océan dans la fresque du climat, j'ai eu envie de créer la fresque Océane. Et donc aujourd'hui, je suis indépendante. J'ai plusieurs casquettes professionnelles et l'une d'entre elles, c'est l'association de la fresque Océane. Donc je suis la présidente aujourd'hui et ça me prend, on va dire, une bonne partie de mon temps de diriger cette association avec le bureau et donc la fresque Océane est une bonne partie aujourd'hui de mon activité. Et ensuite, je fais également des missions de conseil dans le domaine de l'océan. Donc, pour des entreprises, des collectivités, etc. Ok. C'est amusant parce que il y a beaucoup de parallèles entre ta claque et celle de Cédric. Il m'avait raconté sur le podcast aussi, où il était aussi parti dans un voyage avec une conscience environnementale, mais bon, l'avion, et je crois qu'il était à Bali, il me semble, il m'avait raconté. Et il me disait, en fait, c'est en revenant que je me suis pris mon énorme claque et j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu pareil. Bon, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes retrouvés d'ailleurs. C'est possible. Après, c'est possible. Moi, je faisais partie, honnêtement, voilà, j'étais ingénieure, j'avais pas d'enfants, ça faisait 10 ans que je travaillais, je voyageais au moins 2 fois par an, loin du monde. Pour moi, voyager, c'était forcément partir loin. Et donc voilà, les choses changent. Après, ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas, moi, quand je regarde mon parcours aujourd'hui, c'est que l'océan, en fait, il était présent chez moi depuis toujours, mais vraiment depuis enfant. Moi, je suis de Lyon, donc autant dire que j'ai pas eu le loisir de voir la mer tous les jours. Alors, j'allais te demander justement quel est ton lien avec l'océan. Ben écoute, justement, je pense que le fait donc moi, mes parents habitaient dans la région lyonnaise, dans le Beaujolais. Donc j'ai vécu dans un village jusqu'à être majeure grosso modo dans le Beaujolais. Et en fait, donc je n'habitais pas au bord de la mer. Mais en fait, il y a une chose. La première, c'est que moi, j'ai ma première claque réellement, c'était le Grand Bleu. Donc, je fais partie de la génération Grand Bleu. J'avais 7 ou 8 ans quand le film est sorti. Je l'ai vu au cinéma, je m'en souviens. Donc, j'étais vraiment petite. J'ai tout de suite adoré ce film. Alors que, avec le recul, c'est pas du tout un film pour enfants. Mais moi, il m'a marqué. Vraiment. Et je l'ai vu depuis à peu près 10 millions de fois. Et vraiment, ça a été un choc pour moi. Et je pense que c'est là où ça a vraiment démarré. Et donc là, j'ai commencé à me passionner pour l'océan. Alors quand t'es enfant, tu penses souvent aux dauphins, aux baleines, enfin bref, tout ce qui tapisse un peu ta chambre d'enfant. Je me suis mis au surf quand j'avais 16 ans, je pense, 16-17 ans. Mais comme j'habitais Lyon, en fait, j'y allais très peu, mais tout de suite, j'ai senti que j'avais une passion pour ce sport. Et en fait, après, je me suis fait un peu prendre dans le bobsleigh de la vie, dans le sens où t'as une voie toute tracée. Je suis partie travailler à Paris. Voilà, j'aimais beaucoup ma vie, mais je me suis un peu déconnectée de cet amour que j'avais pour l'océan et de ce qui me faisait vraiment vibrer. Et pendant 10 ans, j'étais heureuse, mais j'étais déconnectée de cette passion. Et en fait, quand j'ai cherché ce qui me plaisait et que c'est revenu le sujet de l'océan, que je suis allée contacter Surfrider, que j'ai commencé à bosser pour eux, je me suis dit mais c'est évident en fait. Et c'est revenu comme un boomerang en me disant mais c'est ce domaine. Et depuis, donc ça fait plusieurs années maintenant, je me dis mais comment c'est possible que je l'ai oublié. Et je me nourris de ça, de lectures, de documentaires, de rencontres. Enfin, j'adore ce domaine et j'espère que ma passion ne s'épuisera jamais. Magnifique. Je suis un grand fan d'océan aussi. Bah très bien. Et en fait, on a tous un lien avec l'océan. C'est souvent comme ça que je commence mes ateliers, mais on a tous un lien. Alors souvent, ça va être sa grand-mère qui est bretonne, une passion pour la plongée, le plaisir de la plage, voilà. Mais souvent, c'est souvent, de temps en temps, t'as des personnes qui vont dire qu'ils n'ont pas de lien. En tout cas, le contact de l'eau et le plaisir de la mer crée généralement toujours quelque chose. Parfois, ça peut être négatif. On peut avoir peur de l'eau, on peut être impressionné, ça peut être. Moi-même, je dis toujours que je suis une surfeuse qui a peur des vagues. Donc, mais en tout cas, ça crée des émotions, quelles qu'elles soient. Est-ce que tu peux, pour commencer donc sur la partie lien entre l'océan et réchauffement, dérèglement climatique, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le lien, pourquoi l'océan est fondamental dans la machine climatique aujourd'hui? Quelles sont les grandes, la grande machinerie à l'œuvre en fait? Alors en fait, il y a plusieurs. Je dirais qu'il y a 3 piliers majeurs par rapport à ça. Donc l'océan, c'est vraiment le régulateur du climat par excellence aujourd'hui.
Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, l'océan absorbe un peu plus de 90% de l'excès d'énergie provoqué par les gaz à effet de serre. Donc en fait, c'est cette énergie qui est emprisonnée au niveau de la Terre à cause des gaz à effet de serre, elle doit bien être absorbée et aller quelque part, et plus de 90% de cette énergie va dans l'océan. Et c'est une énergie qui est essentiellement de la chaleur? Ouais, en fait, ça, c'est vraiment de la chaleur qui est absorbée dans l'océan. Alors, c'est un prix, c'est-à-dire que l'océan va se réchauffer, mais elle est absorbée. Finalement, quand on regarde ce qu'il y a dans l'atmosphère, c'est rien du tout, c'est 1%. Enfin, en fait, dans l'atmosphère, il ne reste plus grand-chose, ce qui déjà fait énormément de dégâts. Mais en fait, l'océan déjà absorbe la très très grande majorité de l'énergie. Donc, si l'océan ne joue plus ce rôle-là, ça fait autant d'énergie, de chaleur qui va du coup rester dans l'atmosphère, faire fondre les glaces, etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est le fait qu'il absorbe cette énergie. Le deuxième point, c'est qu'il va absorber le CO2, c'est-à-dire qu'en fait, les molécules de CO2 que l'on va émettre quand on va brûler des énergies fossiles, une partie va rester dans l'atmosphère, une partie va être absorbée par les végétaux, par la photosynthèse, et une partie va rentrer dans l'océan. Il faut vraiment imaginer les molécules de CO2 qui rentrent dans l'océan. En fait, il y a toujours des échanges gazeux entre l'atmosphère et l'océan, que ça soit de l'oxygène, du CO2, etc. Donc là, le CO2 va rentrer dans l'océan. Et donc pour nous, tant mieux, parce que c'est autant de CO2 qui va pas rester dans l'atmosphère et qui va pas renforcer cet effet de serre au-dessus de la Terre. Pour autant, ça aussi, ça a un prix. En fait, quand le CO2 rentre dans l'océan, ça fait une sorte de déséquilibre chimique, on va dire. Il y a plusieurs réactions en chaîne, et en fait, ça va acidifier l'océan. Ça va en gros diminuer le pH de l'océan. Et en fait, cette acidification de l'océan, du coup, va perturber notamment la biodiversité marine. Donc le deuxième facteur, c'est effectivement donc il absorbe l'océan. Il absorbe l'océan, n'importe quoi. Il absorbe l'énergie et il va capter le CO2. Le CO2 va en tout cas rentrer dans l'océan. Et le troisième point qui est essentiel, c'est qu'en fait l'océan, c'est des courants. Et en fait, les courants marins à l'échelle de la planète, c'est ce qui va faire les climats que l'on a aujourd'hui, ce qui va déterminer les différents climats à l'échelle de la planète. Parce qu'en fait, ce sont ces courants marins qui vont bouger les masses d'eau froide et les masses d'eau chaude, et c'est ça qui va avoir un lien avec le climat. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, toute cette machine océanique est en train d'être modifiée parce que l'eau se réchauffe, parce que la salinité est en train de changer, etc. Donc en fait, quand les courants changent, la distribution des eaux froides et eaux chaudes change, et donc ça va également perturber le climat. Donc en fait, tout ça explique que l'océan est vraiment au centre de la machine climatique. Et après, en fait, il y a en effet de cascade tous les problèmes liés à ce changement climatique. Donc là, c'est effectivement ce lien-là. Tu m'avais dit avant qu'on enregistre que c'est effectivement un peu un point de départ, que la fresque océane, elle se penche beaucoup sur les impacts de l'activité humaine sur le déséquilibre des océans, de la biodiversité marine, et du coup des conséquences après derrière sur nos santé humaines, sur la faune, la flore, Est-ce que du coup tu peux prendre peut-être 5 minutes pour nous faire un résumé? J'avais demandé la même chose à Cédric. Je lui avais laissé, voilà, c'est ça, de balayer le tableau avec les causes en haut, les effets et les conséquences qu'on en retire derrière à un niveau visible pour les humains. Alors moi, j'aime bien partir d'une vision qui un peu moins anthropocentrée que les conséquences sur l'humain, qui est de partir en fait, et c'est comme ça que je fais dans mes ateliers, de partir des conséquences sur la biodiversité marine. Et en fait, on n'a pas besoin de faire de dessin, assez rapidement on voit les conséquences sur l'humain. Exactement. En fait, quand on regarde la biodiversité marine qui habite dans ces écosystèmes là, en fait, il y a 5 causes qui ont été définies, enfin 5 facteurs de déclin qui ont été déterminés par l'IPBES. Et donc là, voilà, c'est scientifique. En gros, c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Ouais, exactement. Alors IPBES, IBES, voilà, on peut le prononcer de plein de manières différentes, mais oui, c'est ça, c'est vraiment l'équivalent sur la biodive. Et en fait, eux, ils ont fait une publication qui en fait donne les 5 facteurs de déclin de la biodiversité marine. C'est bien entendu la biodiversité marine de manière générale, donc selon l'espèce qu'on va regarder, elle n'est pas touchée de la même manière, mais il y a un moment, il faut bien faire des généralités et avoir une vue globale. Et donc en fait, la première cause dans l'océan, c'est la surpêche. Oui, c'est ça. On se dit beaucoup, c'est la pollution. Enfin moi, si tu me dis il y a effectivement un gros déclin,
Ce que j'ai en tête, c'est on nous a beaucoup parlé des garbage patch, donc Exactement. les cercles de plastique qu'on voit notamment dans l'océan Pacifique, on a beaucoup trop de plastique qui sont déversés des rivières dans les mers. Pour moi, c'est si on me dit qu'est-ce qui empêche nos océans de bien fonctionner, je dis directement le plastique. Et tu es comme la majorité des personnes, quand je demande, généralement c'est ou la pollution qui ressort, donc pollution, plastique, ou parfois le climat. Mais en fait, souvent on pense pas à la pêche et à la surpêche. Et pour autant, aujourd'hui, c'est vraiment la surpêche le facteur de déclin numéro 1. De très loin ou De très loin, oui. Disons qu'en tout cas, c'est le facteur dominant. Après, donc si je reprends dans l'ordre, c'est 1, la surpêche, 2, la destruction des habitats, qui est aussi liée en partie par la pêche. Donc ça va être tous les engins de pêche de fond, mais également tout ce qu'on va faire au niveau des fonds marins, donc au niveau des industries maritimes, des extractions, etc. Et le climat est en 3. Et si je te dis de loin, mais pas tant que ça, c'est parce que le climat qui est en 3, au train on voit les choses, est plutôt en phase de passer numéro 2, voire numéro 1. Donc c'est possible que cet ordre change. Donc en 3, c'est le climat. La pollution ne vient qu'en 4, donc tout type de pollution. Et en 5, on a les espèces invasives, les espèces exotiques. Voilà. Donc j'aime bien, moi, me baser là-dessus. D'accord, ok. Eh ben, partons sur ces 5 facteurs. Donc, 1, la surpêche. Ouais. Pourquoi c'est quoi le problème de pêcher plus pour nourrir plus d'êtres humains? C'est toujours le même problème de penser qu'on a des stocks infinis. Aujourd'hui, la surpêche, pour avoir un chiffre, on va dire que c'est à peu près, c'est un peu plus de 30% des stocks qui sont surpêchés dans le monde. Souvent, j'aime bien revenir sur ce mot stock, qui est absolument affreux, mais c'est comme ça c'est le terme qu'on utilise dans le domaine scientifique quand on parle de ressources halieutiques, on parle de stock. Ce qui montre bien comment on considère les poissons. Et donc à peu près, on va dire un peu plus d'un tiers sont surpêchés. Surpêchés, ça veut dire qu'on les pêche avant qu'ils aient le temps de se reproduire. Et c'est sûr que honnêtement, quand on pêche tous les jours des filets entiers de poissons, on a l'impression que c'est infini. En fait, le problème de la mer, c'est qu'on ne le voit pas. Ce sont pas des vaches ou des moutons qu'on peut compter à l'œil nu. On a l'impression qu'effectivement l'océan déborde de ces espèces et que on peut puiser indéfiniment. Donc non. Donc aujourd'hui, un tiers sont pêchés sans avoir eu, grosso modo, le temps de se reproduire. Après, on a à peu près 60% qui sont pêchés au seuil maximum durable, c'est-à-dire que ils sont pas surpêchés, mais ils sont vraiment à la limite. Parce que d'après nos études, on voit à peu près combien les pêcher, donc on se met vraiment au max, quoi. Ce qui veut dire qu'ils sont quand même sous pression parce que ils peuvent aussi basculer en surpêche, donc il faut bien les monitorer. Donc c'est ça le problème de la surpêche. Et en plus de ça, on a un problème en tout cas un sujet qui va avec, qui est la question de l'aquaculture. Aujourd'hui, on pêche à peu près 180 millions de tonnes de poissons dans le monde. C'est un chiffre qui veut pas dire grand-chose. On se dit bon, ok. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un peu plus en fait, quand je dis qu'on pêche, c'est qu'on produit. Un peu plus de la moitié de ce chiffre-là, c'est de l'aquaculture. Donc en gros, on produit en gros moitié, on va dire, entre aquaculture et les poissons qu'on va pêcher en mer. D'accord. Donc en fait, il faut vraiment s'interroger sur notre consommation de poissons et la place de l'aquaculture. Surtout que pour l'aquaculture, on va pêcher des poissons en mer. Ça s'appelle la pêche minotière. On va en faire de l'huile et de la farine de poisson pour nourrir les poissons d'aquaculture. Donc il y a vraiment une question qui est pour moi fondamentale à se poser sur notre consommation de poissons aujourd'hui. On a une très forte consommation de poissons. Alors effectivement, quand on se penche sur les sujets climatiques, on se dit qu'il faut déjà qu'on diminue la viande. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut aussi qu'on diminue le poisson. Et donc en fait, de manière générale, il faut qu'on diminue notre apport en protéines parce que aujourd'hui, on consomme beaucoup trop de poissons aussi par rapport au nombre de personnes qu'il y a sur la Terre et surtout au nombre de poissons qu'il y a en mer. L'aquaculture, est-ce que finalement c'est pas aussi une solution qui nous permet de mieux gérer un stock, parce que c'est vachement plus simple de savoir combien on en a, combien on peut en produire, combien on peut en vendre. J'imagine que du coup c'est plus facile d'avoir des zones de reproduction, des zones de pêche, que c'est plus facile de produire en quantité suffisante, de moins gâcher, de pas aller peut-être pour les gros tankers pêcheurs, de pas racler les fonds. Alors, ouais, non, tout à fait. En fait,
l'aquaculture, moi, je suis pas du tout contre l'aquaculture. Je dis juste, encore une fois, il faut se poser la question des quantités que l'on consomme. C'est comme tout. Faut quand même commencer par réduire. Ensuite, il y a plusieurs façons de faire de l'aquaculture. C'est comme tout, hein. Tu peux faire de l'aquaculture industrielle en masse où tu vas justement pas du tout prêter attention à t'as la pollution qui va être générée, à toute l'énergie qui va être consommée, enfin tous les problèmes liés que tu peux avoir liés à l'aquaculture. Et puis tu peux avoir une aquaculture plus responsable, plus durable. Tu as des poissons en aquaculture qui sont plus pertinents de faire que d'autres. Encore une fois, tu as des poissons qui vont justement nécessiter plus de protéines que d'autres. Donc en fait, pour moi, il y a des solutions pour l'aquaculture. Il faut clairement regarder l'aquaculture, ne pas la mettre de côté parce que déjà aujourd'hui, c'est plus de la moitié des poissons qui sont produits. Donc elle a déjà une place dominante et elle est en phase de croissance. Et en plus, comme on est de plus en plus de personnes sur la Terre, il faut s'en soucier. Après, voilà, il faut réfléchir comment faire de l'aquaculture différemment. Il y a des choses qui émergent sur surtout la question de la nourriture que l'on va donner aux poissons, du type de poisson qu'on va élever, etc. Donc, en tout cas, la question de la pêche et de notre consommation de poissons est importante. Et moi, je dis souvent qu'il faut commencer par diminuer quand même sa consommation. En France, on consomme à peu près 35 kilos de poissons par an et par personne versus 20 kilos dans le monde. Donc, on a déjà une consommation qui est au-dessus de la moyenne mondiale et largement au-dessus. Donc, pour moi, il faut d'abord interroger sa consommation de poissons. Mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire varier ses poissons, privilégier la pêche artisanale, se renseigner, etc. C'est vrai qu'on voit beaucoup saumon, truite, c'est quand même les grands classiques. C'est terrible. Alors, en France, on mange saumon, thon, cabillaud, crevettes. Rien que faire l'effort de sortir de ces 4 poissons-là, arrêter d'acheter du saumon d'Écosse où on voit le beau saumon qui vit paisiblement dans ces eaux d'Écosse. En fait, c'est de l'aquaculture, c'est des conditions qui sont bien souvent dramatiques pour les espèces, pour l'environnement. Et donc, il y a découvrir d'autres types de poissons. En tant que consommateur, on le voit tout de suite. Si c'est aquaculture bio, pêche sauvage, c'est forcément mentionné. Alors, quand il y a des labels, de toute façon, tu as le label. Alors après, le label, c'est toujours avec un œil très critique. On le sait, on connaît les limites des labels. Mais par exemple, ce que j'ai la question dans mon atelier, c'est un poisson qui est bio, d'où vient-il? Et en fait, souvent on dit, en fait, on sait pas. En fait, si, on sait très bien. Un poisson bio, c'est forcément de l'aquaculture. Parce qu'en fait, un poisson, tu peux pas avoir le label bio si tu peux pas dire ce qu'il a mangé. Et pour dire ce qu'il a mangé depuis tout petit, en fait, faut l'avoir élevé. Et donc, en fait, on ne peut pas avoir un poisson sauvage et bio. C'est pas possible. Il faut choisir, parce que ton poisson bio sera forcément d'aquaculture. Et donc, souvent, on me demande la question à Noël, on me dit toujours, mais mon saumon, est-ce que je le prends sauvage ou plutôt bio, mais d'aquaculture? Je dis, mange autre chose que du poisson. Et surtout, mange autre chose que du saumon. parce qu'effectivement, on retombe toujours sur ces espèces, parce qu'il y a une représentation. Enfin, le saumon est une espèce plutôt plat de luxe. En tout cas, il y a un côté, ça présente bien, etc. Sauf qu'en fait, le plat de luxe est devenu un plat du quotidien. On en mange régulièrement au restaurant. C'est plus devenu un poisson que l'on va consommer de manière très, très sporadique. Complètement. Mais c'est un peu comme le foie gras finalement, qui est qu'on pouvait avant consommer très exceptionnellement et maintenant qu'on consomme beaucoup plus facilement. Tout à fait. Après, c'est comme tout. Moi, c'est toujours une question de quantité. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut tout arrêter, mais c'est toujours une question d'équilibre. Et encore une fois, il y a de la pêche artisanale qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Sauf que aujourd'hui, elle n'est pas soutenue, elle n'a pas les aides et les réglementations qui vont dans son sens. Donc, il faut l'aider aussi. Il y a un chiffre un peu choc que beaucoup d'associations ont repris, qui était une analogie qui avait été sortie par la Fondation Ellen MacArthur, je pense à l'époque. C'était en 2050, on aura plus de plastique dans nos océans que de poissons. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il y a des études? Est-ce que on sait globalement si ça va mieux, parce qu'il y a quand même beaucoup de programmes de protection de la pêche. Je sais que il y a des zones dans les eaux territoriales françaises où ça va mieux, où on commence à avoir de nouvelles espèces.
Est-ce que du coup, on arrive à améliorer les choses ou est-ce qu'encore là, on met la poussière sous le tapis et bon, on se lève en étant négatif sur le futur, mais avec du réalisme et l'envie de partir au combat en sachant qu'on n'améliore pas les choses. Bah écoute, je vais te répondre, c'est un peu comme tout. Donc oui, effectivement, ce chiffre, il est souvent communiqué, il marche bien parce que il marque les esprits. Après, ça reste une donnée qui est très générale, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, il y a des endroits et certaines espèces de poissons qui se portent bien, d'autres qui sont complètement en déclin. Et c'est comme le plastique. On parle des problématiques du plastique, on voit les continents de plastique, etc. En fait, le véritable problème du plastique, c'est pas du tout c'est pas du tout. En tout cas, ce n'est pas que les gros déchets qui flottent ou même le continent plastique. C'est le plastique qui devient infiniment petit, qui est dans toute la colonne d'eau et du coup qui rentre dans toute la chaîne alimentaire. Alors c'est problématique pour nous parce que on va aller consommer les poissons, mais même au-delà de nous, pour toutes les espèces qui vont manger du poisson, qui vont manger du plastique, ça pose problème aussi. Donc en fait, il y a encore une fois, il y a des signaux qui sont positifs par rapport à la pêche. Il y a des réglementations qui tombent. Bloom est notamment une des associations qui est hyper active là-dessus, qui a permis notamment de faire interdire la pêche électrique en Europe, d'interdire la pêche au chalut à plus de 800 mètres de fond. Là, il y a eu un accord de l'OMC qui est tombé il y a pas longtemps. Et en fait, tu vois des avancées, par exemple les aires marines protégées, on voit que effectivement ça favorise la biodiversité, ça leur permet justement de pouvoir selon la protection des aires marines protégées, mais on va dire les aires marines protégées qui sont vraiment protégées, en fait les écosystèmes arrivent à reprendre et on voit qu'en fait ça va dans le bon sens. Donc petit à petit, on a des signaux, des réglementations qui se mettent en place. Mais à côté, voilà, il y a un gros mastodonte qui est la force des lobbying et effectivement cette consommation de poissons qui est encore très élevée. Et on peut pas faire une généralité dans le sens où il y a des pays où effectivement ils ont ce besoin en protéines animales. Il y a une économie qui tourne dessus et des besoins pour la santé. Nous, on n'est pas dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, on a plein d'autres manières de consommer. Je pense qu'on consomme et on mange 4 fois trop. Et donc voilà, il y a un côté très local aussi dans ce sujet-là. Donc il y a des signaux positifs, mais l'océan est très complexe et avec c'est aussi ce qui le rend passionnant. Pour les auditeurs, du coup, là, on est en train de parler des cinq facteurs de destruction de la biodiversité marine. On a évoqué le premier, du coup, qui est la surpêche. Le deuxième, tu me dis que c'était la destruction des habitats. Ça c'est la destruction des habitats qui est aussi liée à la pêche, par exemple à la pêche de fond, à la drague, etc. Alors pas que, il y a aussi toutes les industries maritimes qui vont faire des extractions offshore, etc. Donc c'est vraiment la destruction des habitats. C'est un peu l'équivalent de la déforestation, mais en mer. Ça, c'est le numéro 2. Et en 3, c'est le climat dont on a parlé, puisque effectivement, le changement climatique affecte les espèces par le réchauffement des eaux, par l'acidification, la modification, en fait, des paramètres même de l'eau, en fait, de sa composition, son taux en oxygène, etc., les courants. Donc tout ça affecte fortement les espèces dans leur globalité. On a perdu combien d'espèces marines depuis les 50 dernières années ? Il me semble que c'est une statistique que j'ai vue passer, mais je sais pas si tu as des chiffres qui peuvent nous donner un peu un ordre de grandeur. En fait, il y a pas mal de chiffres. Je m'aventurerai pas à donner un chiffre parce qu'en fait, honnêtement, WWF on a communiqué certains. Il y a d'autres chiffres qui sortent. Donc, moi, c'est pas un chiffre sur lequel je me repose souvent parce qu'il est assez variable selon les sources, selon ce qu'on regarde. Et puis, ce que je trouve plus important à dire, c'est que il est normal qu'il y ait des espèces qui disparaissent. Ce qui est inquiétant, c'est la rapidité avec laquelle ils disparaissent. Donc, je sais pas si tu as eu l'occasion de faire des épisodes sur la biodiversité, mais c'est vraiment ça qui est inquiétant en fait, c'est que les différents changements qu'il y a, notamment les changements climatiques, font que les espèces ont du mal à s'adapter. Pourtant, on a des espèces marines en particulier, puisque la vie vient de l'océan, qui sont là depuis des centaines de millions d'années. Puis voilà, t'as le requin, enfin bref, t'as
on a plein qui sont là depuis très longtemps, qui pourtant en ont vu des vertes et des pas mûres. Et là, en fait, on les met en difficulté parce que ça va trop vite et qu'elles n'ont pas le temps de s'adapter. Donc, effectivement, donc ça, c'est dérèglement climatique, Ouais. destruction des habitats. 4e pollution, on en a un peu parlé avec la pollution plastique, avec les microplastiques aussi, notamment. C'est ça. Est-ce que donc les autres types de pollution, ça vient des gaz à effet de serre, ça vient c'est peut-être de la pollution chimique aussi? Ouais, alors là, on va pas mettre la pollution des gaz à effet de serre. En fait, c'est différents types de pollution. Tu as la pollution bactériologique, t'as la pollution chimique, t'as la pollution alors plastique, c'est un type de pollution chimique, mais c'est une pollution quand même un peu particulière. Donc toute la pollution plastique. Dedans, t'as plein de causes en fait. T'as aussi bien le mégot que tu vas jeter par terre et qui va se retrouver à l'océan. Tu as tous les produits industriels, tous les rejets industriels que tu vas avoir, en fait tout ce qui va modifier la composition de l'eau. Voilà, tu vas avoir tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on jette, mais on découvre aussi que c'est les fibres synthétiques de nos vêtements qui passent dans la machine à laver, qui sont infiniment petites, qui sont pas filtrées par les stations d'épuration et qui donc vont polluer l'océan. Ça peut être la poussière des pneus de voiture. En fait, il y a ce qu'on sait, les sacs plastiques, les bouteilles, les mégots quand on les jette, mais il y a également ce qu'on ne savait pas forcément il y a quelques années et qui en fait est en train d'apparaître. Donc toute cette pollution, on va dire invisible, et également voilà les pollutions industrielles, la question des pollutions entre guillemets agricoles avec la problématique des marées vertes, notamment voilà en Bretagne on en a pas mal, mais il y en a de plus en plus dans le monde, ces phénomènes de marées vertes. Et ensuite moi, j'aime bien montrer aussi d'autres types de pollution du type ce qu'on appelle il y a la pollution physique avec les barrages. Aujourd'hui, t'as plus un cours d'eau qui soit pas arrêté 50 fois par un barrage. Et en gros, ça c'est un véritable sujet, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on utilise l'eau, le cycle de l'eau et en fait justement tous ces écoulements, toutes ces rivières à leur potentiel maximum pour faire de l'énergie. Alors c'est aussi, on a besoin d'électricité. Oui, ça reste des énergies bas carbone a priori. Bah voilà, mais du coup c'est bien parce qu'effectivement c'est pas des énergies fossiles, mais il y a un véritable sujet aussi par rapport aux cours d'eau, par rapport à la biodiversité et par rapport en fait à ces cours d'eau qui vont en diminuant. Et en fait si on les laisse pas librement et si on met pas en place on va dire tout le cadre nécessaire, en fait ça va se retourner contre nous. Donc voilà, il y a aussi ce type de pollution comme la pollution thermique quand tu vas refroidir tes centrales nucléaires. Pareil, c'est bas carbone, mais en fait, derrière, tu rejettes des eaux qui sont plus chaudes et tu peux, du coup, tu as aussi un impact. Donc, tu n'as pas d'énergie sans impact. L'idée, c'est effectivement de choisir le moins pire. Et aujourd'hui, personnellement, je reste convaincue que l'urgence est dans la diminution et même l'arrêt de l'utilisation d'énergie fossile par rapport aux gaz à effet de serre. Et donc, effectivement, il faut se tourner vers bien entendu une sobriété énergétique et ensuite vers d'autres types d'énergie qui soient bas carbone. Même si elles ont des impacts. Donc après, essayons de faire en sorte que ces impacts soient le plus encadrés possible et le plus faible possible. Concernant la pollution, alors je sais que t'es pas une grande fan de solutions, que tu préfères parler des impacts. Mais du coup, quand tu me dis, bah voilà, oui, nos fibres textiles, les pollutions industrielles, les marées vertes, les marées noires, en fait, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a des solutions à court terme? Tu me parlais d'adaptation au tout début de l'épisode. Dans les termes du GIEC, on a d'abord mitigation, ensuite on a adaptation. Comment est-ce qu'il y a, donc la mitigation, c'est la réduction de ces impacts-là avant de s'adapter aux impacts. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même des solutions, alors, il y en a essentiellement sur la politique? Effectivement. Alors, des solutions, il y en a plein. En fait, moi, c'est pas du tout que je suis pas solution. C'est que déjà, je préfère le terme action. Non, mais il y a pas de problème. Je préfère le terme action. J'ai toujours du mal avec le mot solution parce que je trouve que alors c'est peut-être mon côté parfois pessimiste qui veut ça, mais ça peut donner, je trouve, cette fausse idée de c'est la solution et ça va résoudre tout le problème. Je préfère employer le mot action, même si finalement derrière tu vas avoir la même chose. Faut dire, mais en fait c'est plus déjà un ensemble d'actions et cette action-là ne va pas être la solution, mais va apporter sa pierre à l'édifice pour justement contribuer à diminuer les impacts. Ensuite, des actions, quand on regarde le sujet de l'océan, en fait,
il y en a autant que le problème est complexe dans le sens où des actions, t'en as plein sur la pêche, t'en as plein sur la pollution, t'en as sur le changement climatique. Enfin, en fait, tu peux agir tout ce qu'on vient de dire là, tu peux agir à tous les niveaux. Par exemple, là, tu citais les fibres synthétiques de nos vêtements. Bon, première action, limiter l'achat de vêtements synthétiques. Et ensuite, moins laver ses vêtements. Faut admettre que, je pense que tout le monde lave parfois trop ses vêtements en mode, c'est bon, je l'ai porté 3 jours, je le lave, alors que y a pas de taches, qu'ils sont pas mauvais. Enfin, bref, qu'on pourrait mettre de côté. Donc, je pense que déjà, on fait peut-être trop de lessive. Et ensuite, il y a des choses qui bougent parce qu'il y a des réglementations qui se mettent en place grâce notamment au combat de pas mal d'associations, de la société civile et au travail des personnes qui travaillent, des personnes qui travaillent sur ces sujets. Par exemple, en 2025, donc ça se rapproche, toutes les nouvelles machines à laver en Europe devront avoir un filtre intégré pour bloquer toutes ces petites fibres synthétiques. Donc on sent que ça bouge par rapport à ça. C'est pas voilà, on préférait que ce soit tout de suite et pas en 2025. On préférait donc là c'est une nouvelle machine à laver. Pour autant, si tu regardes sur internet, t'as des filtres que tu peux rajouter dans ta machine à laver pour déjà les arrêter. Donc si tu veux agir sur ce sujet-là, t'as déjà des choses que tu peux faire. Et après sur tous les types de pollution, on le voit de plus en plus, mais il y a encore beaucoup trop de mégots par terre. Mais heureusement, les personnes, je trouve, ont de plus en plus malgré tout leur cendrier portable. Enfin, tu vois, vont moins jeter par terre. Pour autant, il y en a encore trop. Donc il y a des choses qui se font. T'as quand même tous les produits plus naturels que les produits ménagers en mode produits pour les toilettes, etc. Donc je vais pas citer de marque, mais on voit très bien de quoi je veux parler. Donc t'as plein de manières du vinaigre blanc, maintenant, du carbonate. voilà, pour faire les choses de manière plus naturelle. Donc en fait sur tout ça, t'as des actions et pareil. Enfin c'est comme le plastique. On dit qu'en fait le problème c'est pas tant le plastique, c'est surtout l'usage unique. Le plastique en soi, il a plein de vertus. Il est léger, il est flexible, il est incassable. Enfin bon, bref. Mais le problème c'est pas tant d'avoir du plastique, c'est de l'utiliser très peu et de le jeter derrière. Alors qu'on pourrait utiliser quelque chose. Donc si t'as un sac plastique mais que tu l'utilises pendant des années, il y a pas de souci. C'est vraiment l'usage qui pose problème. Et aujourd'hui, alors moi j'habite à Rennes, mais en tout cas je vois à Rennes une bonne partie des restaurateurs maintenant quand tu y vas, ils ont des Tupperware en verre, donc c'est une association qui fait ça. Et en fait, même si tu as oublié ton tube, tu le prends, tu as une consigne, tu peux le ramener plus tard ou le garder pour toi. Enfin, de plus en plus, tu as ça pour éviter justement tous les plastiques complètement inutiles. Donc honnêtement, tout ça, ça donne de l'espoir, je trouve. Ok, il reste un dernier point qu'on n'a pas encore évoqué, ce sont les espèces invasives. Est-ce que tu peux m'en parler? En fait, pourquoi est-ce qu'on a des espèces qui prolifèrent? Quel est le danger d'avoir des espèces en plus grande quantité? Fondamentalement, ça paraît pas si dangereux que ça. En fait, le problème des espèces invasives, c'est pas tant l'espèce en telle, c'est le fait qu'elle est invasive, c'est-à-dire qu'elle est dans un écosystème qui n'est pas son écosystème d'origine. Une espèce tout à fait, on va dire, qui ne présente pas de danger dans son écosystème, dans un autre écosystème, va potentiellement tout déséquilibrer. Parce que c'est un nouveau prédateur pour certaines proies, parce que c'est une nouvelle proie pour certains prédateurs, et donc du coup, tout l'équilibre qu'il y avait autour des espèces, notamment l'équilibre alimentaire, mais pas que, en fait, va être déséquilibré par l'arrivée de cette nouvelle espèce. Donc c'est ça en fait le problème. Il y a plusieurs causes à ça. Tu peux avoir des causes humaines parce que on a cru très malin de prendre telle ou telle espèce de poisson, de coquillage pour en faire un élevage, etc. Et bim, c'est devenu invasif et en fait ça a complètement déséquilibré la zone dans laquelle on l'a produit. Donc t'as ça et en fait une des grandes causes c'est les eaux de ballast des bateaux où en fait les porte-conteneurs pour être stables, ils ont besoin d'être lourds. Ouais. Et en fait, ils ont besoin, quand ils ont moins de marchandises, d'avoir des eaux de ballast. Donc, ils pompent de l'eau pour s'alourdir. Et dans cette eau, il y a plein de petits organismes. Ils retraversent la planète. Et ensuite, quand ils vont décharger, ils vont vider leur eau pour reprendre des marchandises. Et en fait, cette eau-là, du coup, est chargée de plusieurs milliers de petits organismes qui, eux, on va dire, au mieux, presque, ils seront morts. Et au pire, ils seront pas morts. Et donc, du coup, ils vont potentiellement devenir invasifs pour ce lieu-là.
En fait, tout le trafic maritime a des impacts sur ces espèces invasives. Et donc ça pose un problème. On homogénéise en gros la biodiversité sur toute la planète avec la mondialisation, avec les échanges discontinus. J'irais pas à dire qu'on l'homogénéise. En revanche, on la déplace et on perturbe les équilibres. Sachant qu'un écosystème, qui soit océanique ou terrestre, peu importe, faut vraiment voir que c'est toujours trois choses. C'est l'environnement. Donc voilà, ça va être la colonne d'eau, ça va être les terres si on est sur un écosystème terrestre. Le vivant, donc animal ou végétal qui y vit, et ensuite les relations entre les espèces vivantes et leur environnement. Et en fait, quand tu rajoutes une nouvelle espèce, et ben du coup, alors certes, tu n'as pas détruit l'environnement, mais en fait, cette nouvelle espèce va changer l'équilibre des relations entre les espèces et avec l'environnement. Et donc, ça peut donner des conséquences dramatiques. Donc, il y a ça. Voilà, l'aquaculture est aussi une source d'espèces invasives. Mais c'est la cinquième cause. Et moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ces 5 causes, donc qui sont surpêche, destruction des habitats, changement climatique, pollution et espèces invasives, qu'en fait, sur la Terre, ce sont les 5 mêmes facteurs de déclin. Juste l'ordre est différent. Sur la Terre, le numéro 1, ça va être la destruction des habitats, qui est donc numéro 2 quand on regarde l'océan, parce que c'est la déforestation. Et donc, en fait, on les a bien identifiés, les 5 facteurs de déclin. On a bien identifié ce qu'on fait dans nos activités qui a un impact sur la biodiversité, qu'elle soit terrestre, marine ou dans les cours d'eau, etc. Donc, pour le coup, on le sait. Mais du coup, maintenant, il faut passer à l'action. Comment est-ce qu'on peut s'engager, nous, en tant que citoyen optimiste, pessimiste, réaliste par rapport au sujet de l'océan? Ouais. Alors, sur ce sujet, pour moi, la première chose, c'est alors, ça va être déjà de comprendre un petit peu les différents enjeux. Et ensuite, surtout, d'aller là où ça nous parle. C'est-à-dire que, voilà, il y a des personnes qui vont être particulièrement qui vont avoir envie de s'engager par rapport au sujet de la pollution parce que ça les révolte. Et là, t'as plein d'associations qui font des trucs super. Donc, l'engagement bénévole est quand même un levier, je trouve, intéressant. Donc, on peut pas tous quitter notre job et s'engager dans des boîtes plus vertueuses. Donc, et c'est pas forcément le but d'ailleurs, parce qu'on peut aussi faire bouger les choses à l'intérieur. En tout cas, on peut s'engager par des choses simples. Et il faut choisir ce qui nous parle. Donc, sur la pollution, tu peux participer à des collectes de déchets. Tu peux faire énormément de choses dans ton quotidien par rapport à tout ce qu'on a dit, être le plus zéro déchet possible, sensibiliser ton entourage aussi par rapport à ça. Sur si voilà, toi c'est plus le sujet de la pêche. Moi personnellement, je sais que c'est un sujet qui me passionne, la question de la pêche. Et t'as Bloom, t'as Sea Shepherd, t'as plein d'autres associations justement qui vont être plus sur le sujet de la pêche. T'as Éthique Océan, etc. Tu peux suivre ça. T'as même des applications où tu peux donner ton avis sur les réglementations qui sont en cours et qui vont être votées pour voilà, pousser un peu les sujets qui te plaisent. Enfin, tu peux faire pas mal de choses pour relier ces sujets et puis sur ta consommation et tes actions personnelles. Donc il y a quand même pas mal en tout cas sur le sujet de l'océan, il y a quand même pas mal d'associations qui œuvrent sur ces différentes thématiques. C'est aussi pour ça que moi j'ai voulu créer la Fresque Océane pour parler de l'ensemble de ces sujets, parce que justement je suivais toutes ces structures-là, donc qu'elles soient associatives ou autres. Et en fait, souvent c'est vrai que c'est assez en silo parce que les combats sont tellement complexes qu'on peut pas se battre sur tout. Et je voulais un atelier où on puisse justement parler de l'ensemble de ces sujets pour ensuite donner envie d'aller creuser tel ou tel domaine. Et moi, je sais que dans mes ateliers, j'ai plein de personnes qui on va dire, arrivent dans l'atelier en disant non mais le problème de l'océan c'est la pollution, la pollution, la pollution, et ils ressortent en disant je pense que je vais réfléchir ma consommation de poisson et je vais me renseigner un peu sur le poisson dans mon assiette. Et en fait ça leur ouvre en fait des perspectives sur d'autres types d'actions. Ok, où est-ce qu'on te suit? Alors pour la Fresque Océane, alors déjà on a un site avec pas mal d'informations. Moi je suis active sur un seul réseau qui est LinkedIn. Parce que voilà, c'est à la fois mon réseau professionnel et c'est un réseau, je trouve, qui reste relativement respectueux et où on n'est pas trop spammé de choses dans tous les sens qui nous intéressent pas. Donc je suis assez active sur LinkedIn.
pour relier un peu des différents articles, vidéos, podcasts que je lis. Donc on peut complètement me suivre sur LinkedIn. C'est là où on me trouve. Et ensuite participer à un atelier de la fresque Océane. On est 50 d'animateurs, donc on en fait dans toute la France. Donc faut pas hésiter à s'inscrire. Il y en a même des formats en ligne pour ceux qui sont pas au bon endroit au bon moment. Tout à fait. On a encore même on est encore un peu plus en ligne qu'en présentiel. On est encore un peu marqué par la sortie du Covid. Donc effectivement, c'est les reliques d'un atelier qui se crée en 2020. C'est ça. Donc on est en train de basculer, de remettre en place le présentiel. Et comme on a fait le choix d'être un petit collectif à taille humaine, c'est vraiment la stratégie de notre asso. Du coup, on n'est que 50. Donc 50 à l'échelle de la France, c'est sûr que on a beau être super motivé et actif, c'est pas non plus énorme. Donc on se déplace, mais il n'y a pas forcément d'atelier dans votre ville. Donc vous pouvez nous écrire d'ailleurs pour dire que vous êtes dans telle ville et que vous aimeriez bien un atelier et on peut voir ce qu'on peut faire. Et ensuite, il y a effectivement les ateliers en ligne et on fait également beaucoup de festivals, d'événements. Et donc là, que ce soit à La Rochelle, à Paris, à Marseille. Enfin, on a plein. En plus, en ce moment, c'est la période estivale. Donc, faut pas hésiter à nous suivre. Super. Écoute, merci beaucoup Alice pour ce moment partagé ensemble. C'était super sympa. Merci. Écoute, avec plaisir pour parler de cette planète bleue. Salut. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.